Alors Geneviève a un thème qui te tient beaucoup à cœur, c'est l'autonomie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, en effet, le thème de l'autonomie me semble être une priorité pour chaque individu, spécialement aujourd'hui. Euh, L'autonomie, pour moi, il faut l'aborder à tous les niveaux de l'être humain, c'est-à-dire au niveau du corps, de la santé, au niveau de l'émotion, au niveau des pensées, au niveau de la spiritualité de chacun. Ça, c'est l'autonomie quelque part de moi avec moi-même. Après, il y a l'autonomie que je peux avoir avec les autres, avec mon compagnon, avec ma famille. Ça, c'est un deuxième niveau. Et après, il y a un troisième niveau qui est l'autonomie que je peux avoir moi par rapport à la société. Et, et je trouve que c'est important que chacun ressente qu'il peut être autonome, mais dans tous ses niveaux, et pas seulement à un seul niveau. Je peux commencer par l'aspect déjà avec soi-même. Euh, Moi, je m'intéresse beaucoup à ces thématiques d'autonomie et je me suis, j'ai envie de dire, spécialisée dans ces thématiques-là où j'apprends aux personnes à devenir autonomes, déjà au niveau de la santé. Parce que je considère qu'aujourd'hui, on a toute la capacité d'apprendre à prendre soin de soi, à prendre soin de son corps. Les informations sont disponibles, les connaissances sont disponibles, les formations sont disponibles. Et on peut découvrir, expérimenter comment fonctionne le corps, comment fonctionne la santé, qu'est-ce que c'est la maladie, dans quelles conditions elle intervient, et on peut prendre soin de manière autonome de sa santé. Dans mon exemple, dans mon cas par exemple, ça fait par exemple 12 ans que j'utilise pas de médicaments, j'arrive à me quand j'ai un petit souci au niveau de la santé, j'ai les connaissances suffisantes pour prendre soin de ma santé. Et disons que je suis devenue autonome par rapport au monde médical. Ça n'empêche pas que je pourrais en avoir besoin un jour et je serais contente de m'adresser au monde médical quand j'en aurais besoin, mais vraiment dans un cas nécessaire. Dans la plupart des cas au quotidien, je peux être autonome dans la gestion de ma santé. Donc ça, c'est déjà... tout le monde devrait être conscient qu'il pourrait prendre soin de sa santé tout seul, en connaissant les mécanismes de base de la santé, et notamment par exemple la connaissance des principes d'auto-guérison du corps. C'est-à-dire que le corps, si on le met dans les bonnes conditions, il s'auto-guérit. L'exemple tout simple, c'est quand on se blesse, voilà, il y a il y a une blessure. Si on laisse le corps tranquille, il va se cicatriser tout seul. Il y a une sorte de sagesse à l'intérieur du corps qui fait qu'il y a une énergie à l'intérieur de nous qui cherche à aller vers la guérison. Et donc, mettre le corps dans les bonnes conditions pour qu'il puisse s'auto-guérir. Ça, c'est au niveau de la santé, au niveau du corps. L'autonomie au niveau des émotions, c'est apprendre à être ami avec ses émotions et à comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on est encore très maladroit avec ses propres émotions. La plupart du temps, on est victime de ses émotions, on est victime de ses peurs, on est victime de ses colères. On subit les émotions, on n'arrive pas à en prendre distance. Et ça influence énormément notre vie, ça influence nos prises de décision. Ça a été même prouvé scientifiquement que les émotions ont un impact sur la prise de décision, sur nos réflexions. Et alors que si on est sensibilisé, et je pense qu'il y aurait beaucoup à faire déjà de l'éducation des enfants, si on est sensibilisé à ce que sont les émotions, comment ça fonctionne, quel est le but des émotions, car les émotions ont une utilité, elles sont là aussi à notre service. Et donc être autonome par rapport à ces émotions, c'est pouvoir repérer quand on est traversé par une émotion, repérer si l'émotion elle est juste en train de nous traverser, dans quel cas c'est très bien, ou les cas où l'émotion, quelque part, elle se fige à l'intérieur de nous, elle se bloque à l'intérieur de nous et elle va influencer tous nos aspects de notre vie, ce qui est souvent le cas avec des peurs ou avec des colères. Je connais des personnes qui, 30 ans après un fait, sont encore en colère contre une personne
ou alors des peurs qui se figent dans une personne et qui se transforment en angoisse. Alors que si on apprend à devenir autonome avec nos émotions, on sort d'une sorte de victimisation par rapport aux émotions. Après, on peut devenir autonome par rapport à nos pensées. Ça semble être... c'est pas très connu, mais bon, de plus en plus on en parle, heureusement. Mais en fait, les émotions, c'est un peu comme les pensées, c'est un peu comme les émotions. Les pensées peuvent nous traverser, c'est-à-dire qu'on peut être observateur de ces pensées. C'est ce que nous propose entre autres la méditation de pleine conscience, s'arrêter, observer ses pensées et avoir un œil critique sur ses propres pensées et se dire est-ce que je suis d'accord avec ce que je pense là? Est-ce que la croyance que j'ai actuellement, est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce que j'ai envie de la garder? Est-ce que cette idée que j'ai, ce jugement que j'ai sur cette chose ou cette personne, est-ce que ça me fait du bien? Et en fait, là aussi, on peut être victime de ces pensées, de ces croyances, de ces jugements. Et on peut devenir là aussi autonome en ayant vraiment j'ai envie de dire un regard critique sur ses propres pensées. Et cela est possible. Et ça aussi, ça devrait être enseigné dès le plus jeune âge à tous, à apprendre à être observateur de ses pensées. Malheureusement, on vit dans un système, dans une société qui nous apprend pas beaucoup l'esprit critique. Et on est souvent, au niveau de l'éducation, au niveau du travail, au niveau des groupes qu'on intègre, dans des systèmes où on essaie un peu de nous enfermer dans une manière de penser. Et c'est important que chacun, quand il rentre dans cette boîte où il y a une seule manière de penser, que chacun s'arrête une seconde et se dise mais est-ce que cette manière de penser me convient? Est-ce que je suis en accord avec ça? Est-ce que c'est ok de penser comme ça? Et donc l'autonomie par rapport aux pensées, aux croyances est aussi important. Donc l'esprit critique est important. Après, il y a une autonomie qui peut se faire aussi au niveau spirituel, c'est-à-dire évidemment ne pas rentrer dans un groupe qui serait sectaire. La spiritualité, évidemment, peut être un soulagement dans la vie quand on est en difficulté, mais il y a aussi il y a des personnes qui ont des intentions qui ne sont pas toujours saines vis-à-vis de l'être humain, et donc là aussi on peut observer quand on rentre dans une démarche spirituelle si la démarche nous fait du bien, si elle est en accord avec ce qu'on a au plus profond de soi, si c'est une démarche qui nous ouvre, qui amène plus de joie, plus d'amour, plus de sérénité, ou qui au contraire enferme dans un rituel, dans un mode de pensée, dans un rejet de l'autre. Voilà, ça c'est peut-être l'autonomie qu'on peut avoir déjà à son propre niveau. Après, si on reste toujours dans la thématique de l'autonomie, il y a l'autonomie qu'on peut avoir face à l'autre. Alors, une difficulté dans laquelle se retrouvent souvent les personnes, c'est l'autonomie au niveau du couple, ou en tout cas au niveau de la relation amoureuse. Les cas de dépendance affective ou de difficultés au sein du couple ou au sein de la relation amoureuse, quelle qu'elle soit, sont fréquentes. Et quand on est en dépendance amoureuse, évidemment, on n'est pas dans l'autonomie. Beaucoup de personnes sont en dépendance affective, prêtes à faire parfois des choses autodestructrices dans le but de rester avec l'autre ou d'obtenir l'autre ou de ne pas perdre l'autre. Cela implique, pour sortir de ça et pour avoir de l'autonomie au niveau affectif, cela implique d'aller guérir des blessures à l'intérieur de soi, des blessures qui remontent souvent à l'enfance. Souvent dans les premières années de notre vie, on a vécu des choses régulièrement, c'est avec papa ou maman, qui vont influencer après notre vie affective. Et donc l'autonomie affective, ça s'apprend, j'ai envie de dire, on peut y arriver à condition
de libérer, voilà, de soulager des blessures de l'enfance, souvent, ou des modèles parentaux ou familiaux ou générationnels qu'on aurait tendance à imiter. L'autonomie, c'est aussi l'autonomie au niveau de la famille, savoir s'affirmer déjà dans sa famille, savoir oser se libérer j'ai envie de dire, du modèle parental. Souvent on a tendance pour faire plaisir à papa, maman, souvent même inconsciemment, on agit en imitant le modèle parental, consciemment ou inconsciemment. On est pris dans le carcan familial souvent et on agit souvent, voilà, soit pour faire plaisir à la famille ou soit au contraire en opposition à la famille. L'un ou l'autre, c'est presque la même facette, c'est de toute façon agir ou réagir en fonction de la famille. Là aussi, il y a une certaine autonomie à acquérir. On n'est pas obligé les schémas que l'on observe souvent, c'est par exemple un enfant adulte, il se sent obligé d'appeler ses parents 3 fois par semaine. Là, on n'est pas autonome si on pense comme ça. Pour moi, on appelle un parent si on ressent l'envie profondément à l'intérieur de soi, si ça nous semble juste, si on a l'élan d'appeler l'autre, mais on ne le fait pas parce qu'il faut, parce que je dois, parce que sinon je ne suis pas une gentille fille, etc. Donc l'autonomie, c'est aussi l'autonomie au niveau des membres de sa famille ou alors du clan, s'il est un peu plus grand. Si on élargit encore, ça peut être par rapport au club auquel on appartient. C'est-à-dire que le groupe dans lequel on peut s'affirmer et affirmer sa différence. Voilà. Et après, au niveau de la société, lorsque moi-même j'ai réussi à avoir cette autonomie dans ma vie affective, dans ma vie familiale, et bien évidemment je souhaite garder mon autonomie au niveau de la société. Et quelque part, j'ai envie d'être dans une société où je peux être telle que j'ai envie d'être, en respectant comment est l'autre face à moi. C'est-à-dire que l'autre, face à moi, a le droit d'avoir la gestion de sa santé qu'il souhaite. Il a le droit d'avoir les émotions, il a le droit de gérer ses émotions comme il le souhaite. Il peut penser ce qu'il souhaite. Quelque part, je l'autorise à penser, à vivre tel qu'il le souhaite, à condition bien sûr qu'il ne va pas empiéter sur ma liberté à moi. Ça s'appelle le respect, ça s'appelle le vivre ensemble de manière respectueuse. Et tout ça peut-être pour arriver un peu à parler de ce qui se passe actuellement. Actuellement, on est dans un moment, là, depuis le début 2020, un moment très intéressant pour l'Occident, ou même pour le monde entier, par rapport à cette thématique de l'autonomie, car il semblerait qu'il y a vraiment quelque chose de très important qui se joue sur cette thématique-là aujourd'hui. Il semblerait qu'il y a un groupe de personnes, il n'y a pas besoin de le nommer, mais un groupe de personnes qui souhaitent prendre des décisions pour le reste de la population. Aujourd'hui, voilà, en schématisant, il y a l'OMS qui nous dit, qui nous décrit la situation selon son point de vue, donc c'est la vision de l'OMS, et à partir de cette vision de l'OMS, quelque part de manière descendante, un peu pyramidale, les pays suivent, les dirigeants suivent, et en fait on est tous en train d'agir en fonction de quelque chose qui est au sommet de la pyramide. Et là il y a quand même un risque au niveau de l'autonomie, c'est-à-dire que il y a les citoyens en bas de la pyramide, on pourrait dire, et tout en haut une autorité qu'on peut respecter ou pas. Chacun peut se positionner, bien sûr, et penser ce qu'il souhaite de cette autorité-là. Mais du moment que cette autorité impose une manière de penser, une manière d'agir,
ça devient délicat au niveau de la thématique de l'autonomie. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, nous sommes invités chacun à se positionner par rapport à ça. Est-ce que j'ai envie d'être autonome? Si j'ai envie d'être autonome, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je souhaite qu'une instance éloignée prenne les décisions à ma place? Voilà, je pense que chacun a le droit aujourd'hui de se poser ces questions, que ces questions sont légitimes. Voilà. Quand on parle d'autonomie, souvent on parle d'un individu finalement qui s'autogère. Comment pourrait-on parler de l'autonomie dans l'échelle d'une communauté? Vivre ensemble, est-ce qu'une communauté, même petite, peut être autonome? Alors là, on part un petit peu sur la question politique, ou en tout cas du vivre ensemble. C'est important justement, je crois, d'aborder ces questions, c'est-à-dire que la personne peut être autonome, comme on l'a vu, de manière individuelle, et après, dès qu'elle se groupe, cette personne, elle forme un petit groupe, et chaque groupe peut se poser la question s'il souhaite être autonome et de quelle façon. Par exemple, actuellement, si on prend le cas de l'Europe, les pays, certains pays, pas la totalité, mais en tout cas aujourd'hui 27 pays, ont décidé qu'ils se réunissaient sous l'autorité, on va dire, de l'Union européenne, et ont accepté de perdre un peu d'autonomie et de remettre quelque part leur pouvoir à cette instance supranationale qui est l'Union européenne. Et l'Union européenne prend certaines décisions pour le reste des pays. Donc là, les pays ont perdu une certaine autonomie, et aujourd'hui, c'est une question qui remonte, hein, et ça fait débat, parce qu'il y a des pays qui aujourd'hui souhaitent qu'il n'y ait plus une instance au-dessus, comme l'Union européenne, pour prendre des décisions, et c'est ce qu'a décidé quelque part la Grande-Bretagne en sortant de l'Union européenne, en disant ben, nous on ne veut plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de nous qui prenne les décisions pour nous. Et bon, là on parlera peut-être pas forcément d'autonomie, mais plutôt de souveraineté. Et c'est une question qui est importante, et au niveau de la France aujourd'hui, le pays souhaite rester encore dans l'Union européenne, donc ça veut dire souhaite abandonner un petit peu de son autonomie au niveau de Bruxelles, mais on voit aujourd'hui que chez les Français, il y a une remise en question de cela, parce qu'on a vu qu'en remettant certaines choses, certaines décisions au niveau européen, voire au niveau mondial, et ben on s'est retrouvé pendant la crise actuelle en pénurie, notamment des masques, en pénurie d'autres choses, parce que la production était externalisée. Et du coup, certains se sont dit il faut qu'on redevienne autonome. Il faut que la France soit autonome, que la France puisse se nourrir au niveau alimentaire, puisse se nourrir, qu'au niveau sanitaire, qu'elle ait tout ce qu'il lui faut chez elle, quelque part. Et ça, c'est intéressant, parce que autant on peut se poser la question d'autonomie pour soi, mais on peut se poser la question d'autonomie pour un pays, pour un continent. En fait, à tous les niveaux, on peut se poser la question d'autonomie. D'accord. Et quelqu'un donc qui veut devenir autonome dans différents plans, comme tu l'as décrit, effectivement, que ce soit spirituel, social, économique, politique, et j'en passe, quel premier pas il peut faire? Quel conseil tu peux lui donner? C'est une bonne question. Je pense que chacun va arriver à cette question de l'autonomie de différentes manières, par un accès différent. Certains, ce sera à partir d'une réflexion politique, d'autres, ce sera parce qu'une personne en dépendance amoureuse, affective, elle voudra sortir de ce schéma-là, donc ce sera l'affectif qui sera la première porte d'entrée. Après, peut-être si on vit en milieu rural, on va peut-être se poser la question de l'autonomie alimentaire. Voilà, et je pense que chacun, selon son expérience de vie, va être confronté à la thématique, parce que la thématique de l'autonomie renvoie évidemment à la thématique de la liberté.
Et donc chacun, quand il va se sentir en difficulté sur cette thématique-là, la liberté, l'autonomie, va peut-être chercher une solution. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément un ordre à respecter ou une porte à choisir en premier. Je pense que c'est la vie qui nous met en difficulté à un endroit et on peut décider de se libérer à cet endroit-là. Et peut-être ça donne envie de se libérer à un autre endroit, d'aller chercher l'autonomie à plusieurs niveaux. D'accord. Comment ça se mesure l'autonomie? Comment ça se mesure? Je dirais par la joie intérieure. Je pense que plus on est autonome, plus il y a de joie à l'intérieur. Ouais, je crois que c'est un bon signe parce que l'autonomie, ça veut dire je ne dépends pas de l'autre pour prendre mes décisions, je ne dépends pas de l'autre pour aller bien, je ne dépends pas de l'autre pour me sortir d'une difficulté. Je prends les décisions qui me semblent justes, j'en prends la responsabilité. Ouais. Moi ça me renvoie à la joie intérieure et aussi à une sérénité intérieure, bien sûr, un calme intérieur. Si je suis libre, autonome, je me sens léger à l'intérieur, je me sens joyeux, je me sens serein. Ouais. Parce que bien sûr, si pour ceux qui ont vécu ça, quand on est en dépendance affective par exemple, eh ben on n'est pas serein, déjà notre corps est traversé par des émotions, on a les pensées qui tournent en rond, peut-être qu'on dort mal, on a l'esprit, on a l'estomac noué et plein d'autres symptômes. Le manque d'autonomie va amener du stress, va amener des symptômes physiques, va amener des pensées qui tournent en rond. Voilà, donc j'ai envie de dire, on va sentir au contraire l'autonomie par de la joie. Ouais, voilà ce que j'ai mentionné. Joie, liberté, sérénité. Après, je vais même au-delà, ça va jusqu'au niveau de la confiance en soi, de la force en soi. Ça fait disparaître certaines émotions. Par exemple, quand on est autonome dans la gestion de sa santé, eh ben on perd la peur de tomber malade, on perd la peur parce qu'on sait qu'on a les ressources en soi pour s'en sortir, on sait à qui s'adresser si c'est nécessaire. Donc ça amène la confiance, de la force en soi aussi. Ben, on a hâte, effectivement, d'atteindre cet état. Merci beaucoup. Merci.